Je dirais que la France est un pays qui a un très beau jeu, qui s'est fait un peu piller dans les derniers tours de poker, mais qui peut allègrement se refaire. Sapiens Sapiens, c'est chaque mois une conversation en toute liberté avec une personnalité du monde économique et intellectuel, un rendez-vous entre êtres humains pour se comprendre et comprendre le monde. Bonjour à tous. Depuis la crise du Covid, le thème de la souveraineté est revenu en force sur la scène politique. Tous les grands pays sont préoccupés par l'idée de devenir ou redevenir maître de leur destinée en réduisant toute dépendance vis-à-vis de l'étranger. Si cette vision peut s'entendre dans une logique industrielle, en matière numérique, elle est en revanche plus floue. Comment asseoir une souveraineté dans un secteur où tout est virtuel et par définition sans frontières? Quels sont les ressorts permettant à un pays d'être acteur de premier plan en matière numérique? Et surtout, comment rattraper un retard qui apparaît de plus en plus important par rapport à d'autres blocs nationaux? Pour en discuter, j'ai le plaisir de recevoir Gilles Babinet. Gilles Babinet, bonjour. Bonjour. Alors Gilles, vous êtes coprésident du Conseil national du numérique, Digital Champion de la France auprès de la Commission européenne depuis 2012. Vous enseignez à Sciences Po aussi depuis 2018 sur numérique et politique publique. Parmi vos nombreux ouvrages, on peut citer Transformation digitale, l'avènement des plateformes en décembre 2016, Refondre les politiques publiques avec le numérique en 2020 et Comment les hippies, Dieu et la science ont inventé Internet en mai 2023, qui, si je ne me trompe pas, donc est le dernier livre. Ah oui, j'en ai pas écrit depuis. Pas depuis, il y a peut-être en préparation, on en parlera. Alors, on va commencer par parler de la situation numérique de la France. Est-ce que finalement nous sommes aujourd'hui une puissance émergente? Est-ce qu'on peut nous décrire comme une puissance émergente ou une forme de tiers-monde digital? Évidemment, les derniers mois ont été marqués par l'avènement de ChatGPT, la première IA un peu grand public qui marque un changement d'époque, mais à l'instar de l'émergence des réseaux sociaux, cette technologie n'est ni française ni européenne. Elle semble accentuer encore notre décrochage en la matière. Alors, est-ce que ce retard est réel? Et peut-être, évidemment, comment l'expliquer? Je dirais que la France est un pays qui a un très beau jeu, qui s'est fait un peu piller dans les derniers tours de poker, mais qui peut allègrement se refaire. Donc, juste pour vous donner une idée, on considère qu'en France, il y a à peu près 24 licornes. Aux États-Unis, il y en a 700. Voilà. En Chine, il y en a 260. En Inde, il y en a aux alentours de 80. Donc ça montre bien un peu la situation de la France, même si cet indicateur n'en est qu'un parmi d'autres. On est assez loin. Cette année, on considère qu'on devrait lever à peu près 12 milliards d'euros pour les startups. Les États-Unis vont passer probablement la barre des 300 milliards. Donc c'est vraiment un décalage qui est très important. Par habitant, les montants investis dans les technologies numériques sont 5 fois inférieurs en France qu'aux États-Unis. Au-delà de ça, si on multiplie par le nombre d'habitants, c'est un facteur 31 de différence. Donc c'est quand même très très significatif. Après, ce qu'il faut voir, c'est que le rendement de l'argent français est très supérieur, un facteur 6 à peu près. Donc ça ne fait que 5 fois moins de différence si on redressait un petit peu tout ça. Tout ça, ce sont un peu des jeux de vanité, si on devait comparer, mais me semble-t-il, il y a un certain nombre de facteurs qui sont intéressants. D'abord, on le sait, on est bon en maths, ça c'est quelque chose qui est important. On est le pays qui publie plus par habitant en nombre de recherches dans le domaine de l'intelligence artificielle, et puis surtout, on a des politiques allantes, c'est-à-dire qu'il y a une volonté politique marquée de faire en sorte que on réapparaisse sur le plan des technologies numériques. Et comme je le dis assez souvent, ceux qui espèrent qu'il y ait un changement majeur en l'espace de quelques années se trompent. Il faudra probablement une génération pour qu'il se passe quelque chose d'important. Ce pays s'est effondré en à peu près une génération, un peu plus. C'est-à-dire qu'on avait probablement aux alentours de 8% de part du marché de l'investissement dans les technologies numériques au tournant des années 90, on est à moins de 2% aujourd'hui. Pour revenir à peu près dans la place qui pourrait être la nôtre, il faudra encore beaucoup de temps. D'accord, ce que vous dites, c'est qu'on est en train de remonter la pente, mais c'est forcément lent. On a aujourd'hui des bonnes formations, on manque d'investissement, pourtant ils sont plutôt plus rentables qu'ailleurs. Donc ceux qui ont lieu sont plus rentables. Et comment
vraiment expliquer aujourd'hui le manque de sociétés qui arrivent à se développer, puisqu'on a quand même l'impression qu'il y a un terreau, bon, vous avez parlé un peu du manque d'investissement, mais on a un terreau qui est quand même pas mauvais en termes de formation. Est-ce qu'une forme d'exil des cerveaux est incriminée, par exemple? Alors, j'ai fait pas mal de statistiques là-dessus, dans un rapport que j'avais publié il y a maintenant 2 ans sur ce sujet. Il n'y a pas de fuite des cerveaux. Il y a une fuite des cerveaux. 11% des diplômés français vont travailler à l'étranger. C'est 2 fois plus au Royaume-Uni, c'est 2 fois plus dans les pays scandinaves. Donc il n'y a rien de... À la limite, je me demande même si on ne devrait pas avoir plus de gens qui vont travailler à l'étranger, parce que ça leur donne une culture, ils reviennent, et en fait, on adopte les réflexes, les bonnes pratiques plus facilement. Donc ça n'est pas le facteur qui pourrait être incriminé à cet égard. L'autre facteur que l'on évoque assez souvent, c'est effectivement l'incapacité des startups à se développer. En réalité, quand on regarde les statistiques, il n'y a pas de facteur très incident à cet égard. C'est-à-dire que le Royaume-Uni, par exemple, ils ont 51 licornes, nous on en a 25, je le disais tout à l'heure. Ils font plus de 2 fois plus de startups en seed, c'est-à-dire en le premier compartiment d'investissement, que nous. Donc il y a une linéarité, une continuité. Si vous faites beaucoup plus de startups, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir des licornes, vous avez encore plus de chances d'avoir des décacornes. Donc c'est pas de ce côté-là qu'il faut chercher. Il y a quelques facteurs qui sont évidents. Le Royaume-Uni, par exemple, fait plus de 10 licornes qui viennent de Cambridge et de Oxbridge, c'est-à-dire Oxford, c'est probablement aux alentours de 16. Chiffre à pondérer, c'est pas tout à fait exact, mais voilà. Nous, c'est les startups qui ont vraiment été incubées par le milieu des grandes écoles et universitaires, c'est 0. Et ça mérite d'être dit. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur cette carte-là et on a un gros travail à faire à cet égard. Par ailleurs, on n'a ni spécialisation ni deep tech. C'est-à-dire que le Royaume-Uni, c'est FinTech, massivement. Sur les 50, je crois que c'est plus de 20 qui sont consacrés au FinTech. L'Allemagne, c'est très clairement le premier compartiment, c'est l'industrie 4.0. Ils ont, sur leurs 29 licornes, ils en ont à peu près une dizaine qui viennent de là. Autre chose qui est assez caractéristique de l'e-commerce, ils sont assez bons en e-commerce. Les pays scandinaves, c'est les loisirs. Donc vous qui êtes l'auteur de ce livre qui critique cette civilisation des loisirs, peut-être pas la meilleure des choses, mais ils ont fait Spotify, ils ont fait beaucoup d'entreprises dans le domaine du jeu vidéo, qui sont des licornes à présent. Israël, c'est évidemment la cybersécurité. Et puis, si on prend les autres grands pays, l'Inde, les États-Unis et la Chine, on voit que même en étant avec des centaines de startups, ils ont quand même plusieurs axes de spécialisation. Les États-Unis, il y a tellement de monde qu'on pourrait dire qu'ils ont à peu près tous les axes, mais il y a quand même quelques gros axes forts, par exemple réseaux sociaux, très forts évidemment dans ce domaine. Les réseaux sociaux qui dépassent le milliard d'individus, qui sont quand même assez nombreux aujourd'hui, sont majoritairement américains, à 80%, 90%. Voilà. En Inde, il y a beaucoup de startups qui sont spécialisées dans l'administration publique, donc dans le fait de traiter des processus bureaucratiques. Par exemple, j'ai une start-up qui traite les visas, y compris les visas des Européens, qui s'est développée là-dessus, très forte dans ce domaine. D'accord. Vous avez dit quelque chose autour du lien université-entreprise, qui est quand même très préoccupant, c'est-à-dire une incapacité complète à arriver à transformer l'essai, là où d'autres, Oxford, Cambridge par exemple, y arrivent assez bien. C'est un peu culturel ce lien-là entre université et entreprise, lien difficile donc. Oui, il y a une culture de défiance très forte en France à l'égard du monde entrepreneurial et du monde de la grande entreprise également. Et de fait, on a pris un retard très important. On a institutionnalisé ce lien au travers des SAT, les sociétés de valorisation de l'innovation technologique. Ça n'est pas concluant à ce jour. J'ai rencontré la ministre actuelle de l'enseignement supérieur. Elle est assez consciente de ça puisque elle était présidente de l'IDEX qui est au-dessus de Paris-Saclay. Et elle a bien vu ces déficits-là, elle essaie de les améliorer. Je pense que ce qu'elle essaie de faire est plutôt dans la bonne direction, mais là encore, il va falloir beaucoup de temps avant que ces mécanismes se mettent à fonctionner. Si vous voulez, le truc le plus emblématique qui fonctionne le mieux, c'est le MIT. Le MIT crée 1000 startups financées en seed chaque année. 1000 startups financées en seed chaque année. Alors, c'est avec des programmes
Master Pro, c'est avec des programmes de formation initiale. Il y a tout un tas de mécanismes qui fonctionnent là-dedans. Il y a un livre qui s'appelle From the Basement to the Dome qui résume ça, qui est remarquable. Et d'ailleurs, je suis gré à la ministre Retailleau de l'avoir lu. C'est déjà effectivement intéressant. Parlons un peu d'IA. Meta a annoncé il y a quelques jours avoir créé une IA, dit-il, proche de l'intelligence humaine. Est-ce qu'il faut croire à ces annonces ou est-ce qu'il y a un élément de communication dans la guerre qui a lieu entre les grands acteurs de l'IA aujourd'hui ? Alors, il se trouve que j'ai passé pas mal de temps pendant ce Vivatech à discuter avec Yann Lequin et qui m'en a un peu parlé. Yann Lequin est assez remonté contre ce qu'on appelle les large language models, auxquels il prête la capacité d'halluciner dès qu'on leur donne un niveau de chaleur élevé. C'est-à-dire dès qu'on accroît l'hystérésis, ils sont plus créatifs, mais ils deviennent fous, entre guillemets. C'est un peu comme si on avait fait boire quelqu'un. Pourtant, Yann Lequin n'est pas celui qui est le plus inquiet, on a l'impression. Non, mais il n'est pas inquiet sur le plan du risque, il est inquiet sur le plan de la capacité à convertir, d'un point de vue économique, d'un point de vue social, ces technologies. Et donc, il travaille depuis des années, semble-t-il depuis très longtemps, il n'a pas dit depuis combien d'années, mais sur des technologies qui contextualisent très fortement. Typiquement, cette technologie qu'il a présentée donc il y a 5 jours, eh bien, elle est capable de se souvenir non plus les 5 dernières questions, mais l'ensemble du corpus qui a été créé. Évidemment, on conçoit bien que ça a une très très grande valeur à cet égard. Donc, ce qu'il dit lui-même, c'est qu'il dit qu'au début, il va falloir que ça prenne et que ça prendra du temps, parce qu'un côté, on a un truc sur étagère qui fonctionne bien. Puis de l'autre côté, il a un système qui nécessite que beaucoup de codeurs s'en emparent et l'améliorent. Mais il pense que c'est une technologie qui est très fondamentale et qui pourrait se substituer au LLM à moyen terme. C'est-à-dire que sur les LLM, aujourd'hui, on pourrait avoir une sorte d'hallucination, c'est-à-dire qu'on pense que c'était un progrès décisif de l'IA et en fait, on se rend compte que les limites, si je vous comprends bien, vont peut-être être rapidement atteintes. Et c'est vrai que quand on n'arrive pas à prendre en compte l'ensemble des différentes questions et de progresser réellement, le dialogue finalement. Alors c'est tout à fait ça, c'est sa thèse, mais il énonce avec réserve, c'est-à-dire qu'il dit il n'est pas impossible que les LLM explosent en vol et que ce soit substitué par d'autres technologies parce que leurs défauts sont structurels. Et par ailleurs, il n'y a aucune nature conceptuelle, donc on ne peut pas leur dire voilà, tu ne dois pas parler de politique ou de sexe ou de je ne sais quoi. On doit faire des espèces de bidouillages au périmètre assez incertain pour réussir à contrôler ces notions-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'avenir des LLM quand même du point de vue de leur impact économique ? On a l'impression aujourd'hui que beaucoup d'entreprises déjà se saisissent de ce type de technologie, qui commencent à changer les façons dont ils travaillent. Est-ce que c'est quelque chose dont on va voir la limite assez rapidement, ou est-ce que quand même, comme d'autres le disent, on peut s'attendre à des bouleversements importants dans les prochains mois, prochaines années? La vertu pour moi première de ces technologies, c'est pas tant l'impact direct qu'elles peuvent avoir, c'est la prise de conscience qu'elles ont permise. La Chine a connu ça quand Lee Sedol, le champion national de Go, s'est fait battre en 2016 par AlphaGo, une AI développée par DeepMind, une société britannique qui appartient à Google. Il n'a fallu que 14 mois à l'équipe dirigeante pour préparer un grand plan IA doté de 135 milliards de dollars, qui a fait l'objet d'une annonce très très forte de Xi Jinping et qui a transformé le pays. On ne peut pas le dire autrement. Je pense que pour le monde occidental, c'est un petit peu la même chose, mais il a fallu un choc qui vraiment aille chercher le grand public pour pouvoir faire ça. Donc même si il advenait que les LLM se révèlent être finalement assez peu fiables et utilisables par les entreprises, je pense que ça aura le bénéfice de faire en sorte que toutes ces entreprises s'emparent de l'intelligence artificielle et que les gains de productivité induits pourraient être considérables. Justement, alors en France, est-ce qu'on assiste vraiment à une forme de réaction? Je sais que l'entreprise Mistral AI vient de lever 105 millions d'euros dans le but de concurrencer ChatGPT. Quel est votre avis là encore sur cette annonce? Est-ce que c'est techniquement possible pour des entreprises européennes et a fortiori françaises d'être vraiment concurrentielles sur ce marché? La beauté de ces technologies, c'est qu'elles sont totalement émergentes et que vous pouvez encore arriver avec des modèles de rupture. Et donc l'idée que
ont Arthur et Guillaume, les deux fondateurs de Mistral, c'est vraiment d'arriver à quelque chose qui est assez différent de ce qui existe préalablement et d'arriver à faire finalement une technologie structurante sur laquelle vont se greffer les médecins, les pâtissiers, les garagistes et tout ça pour faire leur propre service de machine learning à partir de ça. Moi, je ne suis pas capable de juger. Yann Lequin est dithyrambique parce que 2 des 3 fondateurs viennent de ces équipes et il y croit énormément. Mais je pense que c'est ce que j'ai tendance à dire depuis toujours, c'est-à-dire que rentrer sur ces marchés dans des phases de maturité en faisant un moteur de recherche à la française, ça me semble pas pertinent. Rentrer quand vous avez des ruptures de cycle comme maintenant, oui, ça je pense que c'est extrêmement intéressant. Et si vous voulez, c'est ça qui est fascinant dans cette technologie, c'est que sur les 50 ou 60 dernières années, vous comptez de très nombreuses ruptures de cycle. Et celle-ci est majeure, évidemment. Quand vous regardez la science-fiction, quand vous lisez la science-fiction, ou vous regardez les films de science-fiction des années 50 et 60 à l'égard de ça, il y a 2 notions qui sont majeures. C'est la notion de télécommunication, le fait que vous pouvez être dans une navette spatiale à l'autre bout du monde et vous arrivez quand même à communiquer. Donc ça a l'air transparent et facile, mais c'est compliqué à faire. Et TCP/IP a résolu cet enjeu-là, peut-être pas pour les télécommunications à très très grande distance, mais voilà. Et puis l'autre aspect qui est majeur, c'est l'intelligence artificielle, avec 2001 de l'Odyssée de l'espace. Donc on a craqué ces 2 choses-là, et vraisemblablement, quand on lit un peu la recherche économique à cet égard, on va avoir des gains de productivité qui vont être majeurs, qui vont être peut-être supérieurs à ceux de l'électricité. Donc on est face à vraiment un continent possible qui est remarquable, et je pense qu'il faut essayer de s'organiser pour les capter à la fois le plus vite possible et évidemment en évitant les troubles socio-économiques que ça pourrait provoquer. Alors un espoir effectivement qu'on peut avoir, c'est que par rapport aux moteurs de recherche, on avait l'impression que le ticket d'entrée était en dizaines, si ce n'est plus de milliards, et que donc c'était absolument impossible pour une autre entreprise de rentrer. On a l'impression qu'aujourd'hui il y a une petite fenêtre ouverte avec des LLM qui sont finalement pas si chers, pas si onéreux, et puis des incertitudes technologiques qui font que on pourrait arriver à réussir ce tournant en fait. Oui, et comme le disait Yann Lequin, mais aussi d'autres grands chercheurs que j'ai rencontrés ces derniers temps, on va avoir plein de surprises. On réveille des disciplines de l'intelligence artificielle qui n'ont pas été explorées depuis les années 80. Aujourd'hui, par exemple, tout ce qui est symbolique, ça revient devant et ça n'était plus du tout étudié depuis un certain temps. Et donc, ceux qui aujourd'hui ont gagné, si vous regardez l'épopée, par exemple, de la micro-informatique, c'est pas les Sinclair, c'est pas les premiers arrivés qui ont remporté la mise, c'est plutôt des entreprises qui étaient assez tardives dans cette route à cet égard. Google, je crois, était quelque chose comme le 40e moteur de recherche à être créé dans cette histoire. Mais quand même, ils se sont créés dans un espace-temps de l'ordre de 5 à 6 ans. Google a été créé en 98, les premiers moteurs de recherche sérieux, Yahoo a été créé en 93, voilà, c'est 5 ans. C'est pas un espace-temps très, très, très important. Ça arrive quand même vite. Alors vous parliez de surprises, il y a des bonnes et des mauvaises surprises. Est-ce qu'on peut craindre des mauvaises surprises? On se souvient du moratoire qui a été demandé notamment par Elon Musk sur le progrès de l'IA. Est-ce qu'il faut avoir peur de l'IA en gros? Voilà. Moi je ne le pense pas, et je pense que l'amygdale, qui est cette partie de notre cerveau qui est capable d'envoyer des signaux extrêmement forts quand on a peur, prend généralement le dessus sur la raison. Et donc, si vous énoncez une peur, mais que vous avez une mauvaise maîtrise du contexte dans lequel elle s'exprime, elle va prendre le dessus, parce que vous n'êtes pas capable d'argumenter. Ce que fait d'ailleurs beaucoup Yann Lequin ou Andrew Ning à cet égard. Yann observe à juste titre que la plupart des craintes que l'on énonce, c'est-à-dire par exemple les enjeux de désinformation et de mise en danger de la démocratie, en fait elles ne sont que partielles dans la mesure où 92% du contenu sur la plupart des réseaux sociaux est automatiquement ôté depuis des années par du machine learning. Donc le machine learning est plutôt un outil qui a déjà fait ses preuves à cet égard, et il vous reste après que
un sous-traitement à faire, souvent sur les sujets qui sont un peu polémiques, qui sont faits par des opérateurs humains à cet égard. Sur les risques cyber, c'est-à-dire le fait que ces systèmes se reproduisent tout seuls, etc., je peux vous dire, pour être moi-même un petit actionnaire d'une start-up dans le domaine de la cybersécurité qui utilise beaucoup l'intelligence artificielle, vous allez à Lille ou à Monaco, les 2 endroits où vous avez des grands salons cyber, il y a une start-up sur 2 qui utilise l'intelligence artificielle, et cela depuis très longtemps. Et donc, on est capable de voir que, par exemple, vous avez des systèmes qui essaient de pénétrer les plateformes de tokenisation de façon automatisée, en utilisant des systèmes qui se répliquent tout seuls. Voilà, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, j'ai tendance à penser que oui, le fait qu'il y ait plus de gens qui se mettent à développer ces technologies fait que le risque est accru, que ces technologies ont des degrés d'autonomisation qui sont supérieurs, mais de là à prétendre qu'il y a un risque premier pour l'humanité, je ne suis pas d'accord. Je vais vous dire, j'étais dans un dîner et j'étais pas très loin de Yann Lequin et de Elon Musk quand ils ont eu cet échange. J'ai un petit peu écouté des bribes de conversation parce que je voulais pas être trop au milieu de la conversation, mais j'ai trouvé que dans l'échange, Yann Lequin remportait pas mal de balles. Et au-delà de ça, quand il a le même échange dans les Échos avec Josh Avenjo, pareil, je trouve que Josh Avenjo, il est très principiel, il énonce des trucs qui sont généraux, et Yann Lequin répond sur des trucs qui sont très factuels. Je suis pas de ceux qui pensent que le risque est majeur, et j'observe que dans l'histoire économique, l'impensé face aux nouvelles technologies a toujours créé des peurs millénaristes. Quand le chemin de fer a apparu, c'est le fait qu'on dépassait les 40 km/h, on allait avoir des problèmes cardiaques très sensibles. On mourir étouffé dans les tunnels, n'est-ce pas ? On allait mourir étouffé dans les tunnels. Ça nous fait rire aujourd'hui, mais c'était des peurs qui étaient extrêmement prégnantes. Quand on a eu le charbon, on nous expliquait qu'on allait droit vers une glaciation au Royaume-Uni. Dans les années 1880, on expliquait que le charbon allait créer des phénomènes de glaciation mondiale, de ce fait, et que s'il y avait des très grands froids, je crois que dans ces années-là, la Manche a gelé, c'était le fait de la civilisation du charbon, etc., etc. Ça apprend, en tout cas, ça nous fait d'être un peu plus optimiste, effectivement, c'est agréable. Alors une dernière question sur la souveraineté. On a l'impression aujourd'hui que l'approche française, c'est moins de développer des entreprises françaises en fait que de jouer sur l'implantation d'entreprises sur le sol français. Par exemple, notre politique par rapport aux micro-puces dans le Nord-Pas-de-Calais, est-ce que c'est une bonne démarche ? Est-ce que la souveraineté numérique d'une nation dépend-elle de la disponibilité immédiate d'un produit essentiel sur son territoire ou de sa capacité à créer des acteurs dans ce domaine ? Est-ce que ça suffit d'avoir des entreprises étrangères qui sont sur place ou est-ce qu'il faut vraiment se dire qu'il faut avoir nos propres industries ? Écoutez, par le passé, les pays qui se sont intéressés de ces sujets de souveraineté l'ont souvent fait pour des vocations militaires. Les États-Unis se sont, dans les années 70, inquiétés du fait de perdre au profit du Japon les technologies de microprocesseurs. Et à l'époque, on fait des grands plans pour viser à maintenir un certain nombre d'acteurs. Mais voilà, je pense que ce qu'il faut, c'est avoir une vision, porter une vision technologique, éviter le protectionnisme à tout prix. Le protectionnisme, lorsqu'on fait des politiques publiques, et notamment des politiques industrielles, avec des visées protectionnistes, on se plante toujours. Parce que le marché est plus fort. Et donc, à cet égard, je serais assez précautionneux sur ce qui est en train d'être fait. Je pense que ce qui nous manque, c'est quand même de faire quelques grands paris. Tout à l'heure, je parlais de la spécialisation des nations. Je serais heureux qu'on ait une vision sur ce qui va nous permettre de nous spécialiser. Il y a tout un tas de thèmes qui pourraient être porteurs pour la France. Et que dans ce contexte-là, on parle des différents aspects de la chaîne de valeur sur lesquels on pense qu'on est en risque et qu'on devrait se consolider. Par ailleurs, j'observe que les systèmes d'armes tels que le nôtre sont rendus quasiment obsolètes par ce qui se passe actuellement en Ukraine. C'est pas moi qui l'invente, c'est un général que j'ai croisé à Vivatech qui me l'a dit. Qui disait, pour tous, c'est une grande douche froide, et on se rend compte que les grands livres blancs de la défense et tout ça, on peut les mettre à la poubelle et on peut les réécrire. C'est un peu inquiétant, ça veut dire qu'on n'a pas la bonne défense pour le Oui, mais personne ne semble l'avoir. Personne semble l'avoir, Américains compris. Donc c'est la leçon très très forte qui, à mon avis, vaut pour tout. C'est que là, ce qu'on assiste, c'est une vraie articulation entre les startups, la société civile
et les régulateurs, dont les militaires. Et ce paradigme-là, à mon avis, il va être dominant au travers du XXIe siècle. Alors, dans votre dernier essai, vous tracez une fresque des 70 dernières années en montrant comment la politique et la technologie se sont mutuellement influencées. Quels sont les principaux enseignements de votre essai en fait, entre les révolutions politiques et technologiques? Finalement, qui précède qui? Il me semble que c'est ce qu'on vient de dire, d'ailleurs, c'est que les narratifs dominants orientent profondément les technologies. Ouais. Et donc il faut avoir quelque chose à dire, et que si nous n'avons pas quelque chose à dire, ça va être difficile de nous réapproprier ces technologies. Ça, c'est vraiment ce que je voulais diffuser comme message à cet égard. Si je regarde le numérique américain et le numérique chinois, qui sont les deux numériques dominants, je pense que d'un côté, j'ai un numérique qui est très consumériste, qui est celui que voulaient finalement les Américains, c'est-à-dire le sentiment qu'il y a une forme d'émancipation dans la consommation. Alors on en revient beaucoup aujourd'hui, mais peut-être plus en Europe d'ailleurs qu'aux États-Unis. Et puis dans les États-Unis, dans la Chine, il y a cette idée de contrôle social, mais qui n'est pas quelque chose qui vient uniquement du Parti communiste. C'est aussi quelque chose qui est largement accepté par les sociétés. Et c'est une idée prométhéenne, c'est-à-dire que finalement, la nature est quelque chose qui doit être combattu, et la nature, c'est aussi notre capacité individuelle à s'écarter du droit chemin, et c'est ça qui a sous-tendu le développement du numérique chinois, qui est un numérique quand même très largement de contrôle, avec des entreprises comme Huawei et consorts, qui amènent des technologies de contrôle à très très large échelle. Est-ce qu'on assiste à une sorte de guerre des récits, donc entre le récit prométhéen dont vous venez de parler, et puis le récit un peu néo-rousseauiste, qui est lui plutôt celui d'une forme de retour à une forme de nature, et peut-être donc de méfiance vis-à-vis de technologies qui sont des technologies qui vont à l'encontre de la destinée de l'homme, en fait, hein, qui sont son contraire exact dans l'autre point de vue. Donc. Et effectivement, en France, on a un récit fort, hein, qui est celui de la décroissance, qui est emmené par tout un tas de penseurs, d'ailleurs, qui ont des idées assez structurées à cet égard. Et me semble-t-il, un des facteurs qui poussent à ça, c'est que ces technologies sont exogènes. C'est-à-dire que ça double cette notion d'abord de refus technologique, et puis de refus de technologies qui viennent de l'étranger, ce qui rend d'autant plus facile à faire passer ce message. Et donc il faut qu'on se réapproprie ce narratif-là, peut-être d'ailleurs avec des idées de croissance qui seraient plus écologiques, plus inclusives. Je vois qu'il y a une très forte sensibilité sur les émissions de CO2 du numérique en tant que tel. Pourquoi pas ? En tout cas, dans les deux visions, il y en a une qui favorise, en tout cas on a l'impression, la vision prométhéenne, une adoption beaucoup plus rapide des technologies, un développement, un investissement. Est-ce qu'à terme, ça ne risque pas d'induire des différences en capacité économique et militaire un petit peu inquiétantes ? Oui. Bon, la Chine, il y a une réaction aussi à l'égard du contrôle social qui commence à apparaître. Hein. Je lisais un article dans le New York Times il n'y a pas très longtemps qui parlait effectivement des débuts de mouvements sociaux qui visaient à opacifier les caméras dans la rue qui font ce contrôle social. Quelque chose qui est vraiment intéressant aussi, c'est si la Chine a un comportement très prométhéen, c'est aussi en réaction à une histoire qui a vu le confucianisme être perçu comme un facteur de soumission à l'Occident. C'est-à-dire que si la Chine s'est effondrée au cours du XIXe siècle, c'est notamment parce qu'elle avait une vision de l'harmonie comme un élément suprême qui a fait qu'on acceptait ce qui venait, y compris quand ça venait de l'étranger. Et donc le Parti communiste s'est très largement assis sur cette notion de contrôle et sur le fait que le confucianisme était finalement un mouvement qui était dangereux pour l'autonomie de la Chine, pour la souveraineté de ses idées, etc. Ce qui se passe actuellement et qui est vraiment intéressant, c'est de voir que le Parti communiste essaye de recycler les idées confucianistes dans son narratif propre. Et donc je suis curieux de voir comment ça va influencer la technologie, parce que si la thèse de mon livre est exacte, ça devrait à terme avoir une influence aussi sur le cours des technologies. Alors, le début du XXIe siècle a été très très marqué par l'opposition entre des États-nations qui paraissaient affaiblis et puis des entreprises qui avaient de plus en plus des puissances d'États-nations
d'espèces d'États dans l'État ou des para-États. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a une sorte de trêve qui s'est faite, ou est-ce qu'au contraire la guerre couve toujours ? Ou est-ce que ça n'a plus raison d'être aujourd'hui, ce genre d'interrogation ? Il me semble qu'on est au milieu du gué vers un nouvel État. On a été pendant très longtemps, depuis 1880 avec la Révolution conservatrice, dans un narratif qui était celui de ne nous régulez pas, on est le futur, et donc laissez-nous faire. Et on a quand même un certain nombre de catastrophes qui sont nées de tout ça, notamment les réseaux sociaux, avec le comportement que ça a, les inductions que ça a sur la jeunesse. 9 heures par jour quand même, sur les moins de 25 ans aux États-Unis, avec 2 jeunes filles sur 3 qui sont chroniquement tristes, 1 sur 3 qui est traitée, et 1 sur 3 qui a regardé un site web pour savoir comment se suicider, quand même. C'est du jamais vu. Enfin, les épidémiologues disent que ces datas n'existent nulle part ailleurs. Donc on est face à quelque chose qui va ressembler à une guerre sanitaire, qui va être celle des opioïdes ou celle de la cigarette, et qui ne fait que commencer, et qui aura probablement des conséquences en termes de coercition assez significatives, à mon sens, là-dessus. Mais c'est clair qu'on a aujourd'hui une reprise de contrôle, alors qui vient beaucoup d'Europe, mais qui vient d'Europe aussi parce que les chambres américaines ne sont pas capables de porter des textes de ce type-là. Vous avez une voix de majorité au Sénat, c'est pas suffisant pour emporter ça, même si il y a un large consensus, a priori, au sein des sénateurs pour voter un tel texte, sauf qu'ils ne peuvent pas le faire s'il est présenté par les démocrates. Et je pense que Lina Khan, la patronne de la FTC, l'a dit, il faudra faire un crackdown, j'utilise ces mots, dans ces sociétés. C'est-à-dire soit le démantèlement, soit des amendes extrêmement fortes pour réussir à les mettre sous contrôle. Est-ce qu'on a aujourd'hui la solution pour la régulation des réseaux sociaux, que ce soit l'autorégulation ou la régulation imposée de l'extérieur ? Est-ce qu'on a une solution pour faire qu'ils soient autre chose justement que des multiplicateurs d'épisodes dépressifs profonds ? On a un texte qui s'appelle le DSA, un texte européen, qui, à mon sens, est un minimum nécessaire, peut-être insuffisant. C'est-à-dire qu'il ne fixe pas de contraintes en matière de ce que je disais à l'instant, de temps d'usage. Et ça, je trouve dommage qu'on n'ait pas introduit dans le texte que si d'aventure on découvrait qu'il y avait des enjeux épidémiologiques, on puisse imposer à ces réseaux de mettre en place des mesures pour limiter ces conséquences, voire les supprimer. Comme la Chine l'a fait, si je ne me trompe pas, avec TikTok, les jeux vidéo, en limitant le temps, non ? Oui, la Chine l'a fait de façon très brutale, effectivement pour les réseaux sociaux et les jeux vidéo. 1 heure par jour, jour de la semaine, et puis 2 heures par jour du week-end. Voilà, ça a été décidé de façon très impérative, visiblement sans concertation avec le secteur, c'est quand même assez étonnant, mais avec l'idée que ça allait altérer les notes des enfants aux examens, principalement. Donc c'est pas tant un enjeu de politique sanitaire que de politique éducative. Vous avez déclaré en 2013 que la CNIL est un ennemi de la nation et qu'il faut soit profondément réformer, soit fermer. Réformer, soit fermer. Est-ce qu'en 2023, est-ce que 10 ans plus tard, vous diriez la même chose ? Non, je le dirais plus comme ça. J'ai toujours des enjeux de préoccupation. Je pense que on est plutôt, il y a des différences d'interprétation du RGPD des CNIL au travers de l'Europe, et on fait partie des CNIL qui sont probablement les plus fermes sur ce texte. Je le regrette. Je pense que ça pourrait être un peu mieux. Je pense que la présidente actuelle vraiment a souci d'avoir une sorte de position médiane entre les enjeux de respect des données privées et puis d'opportunités business. Je regrette d'une façon générale que les Français n'aient pas une notion d'évaluation du risque. C'est-à-dire que quand on dit les données ne doivent pas aller sur un cloud américain, est-ce qu'on a compté le nombre de fois où on a eu des fuites de données ? Est-ce que quelqu'un est capable de me dire combien de fois ces données ont fui, où est-ce qu'elles sont passées ? Voilà, 0. Et ça, pour moi, ça relève de la crispation complètement idéologique qui n'a absolument aucun sens. Et je crois que les gens qui ont porté cette espèce de guerre contre le Health Data Hub ne devraient pas être fiers d'eux. Dernière question signature de Sapiens. Pourquoi choisit-on de s'investir dans les questions liées au numérique ?
Écoutez, moi c'est un peu parce que d'une part j'ai commencé à programmer quand j'avais 12 ans et que je suis tombé un peu là-dedans quand j'étais petit dans ce sujet, donc j'ai continué à faire ça. La plupart des entreprises que j'ai développées, toutes sauf une, ont été des entreprises digitales à cet égard. Et puis parce que j'ai un profond intérêt pour le bien commun et donc si je n'ai pas versé dans la politique, je n'en ai pas moins travaillé longtemps au sein des think tanks et je me suis servi finalement de mon domaine de connaissances pour essayer de servir le bien commun. C'est comme ça que je pourrais le résumer de la façon la plus simple possible. Merci Gilles Babinet. Merci.